Bonjour, j'ai le plaisir, le bonheur aussi de recevoir Pierre Jovanovic dans le studio de Care News, dans la matinale. Bonjour Pierre. Bonjour Yannick, merci à vous. Pierre Jovanovic, auteur de la revue de presse en permanence sur le quotidien.com et du best-seller 2008. Et en fait, dans cette revue de presse où vous évoquez ces listes de licenciements, la situation économique de notre pays et le livre 2008, on se dit 2008, oh là là, ça date d'il y a tellement de temps. Et ben pourtant, c'est les conséquences directes de ce qui s'est passé en 2008 et c'est finalement ce qui est expliqué et détaillé dans cet ouvrage. Exactement, mais on doit rajouter à 2008 les effets la deuxième lame, c'est-à-dire les effets du confinement, et la troisième lame qui a été la pire de ce que je vois dans ma liste des licenciements, qui est en 43 ans de journalisme la plus importante que j'ai jamais vue, c'est celle de cette semaine. C'est l'augmentation du prix de l'électricité qui a littéralement achevé des dizaines et des dizaines de milliers d'entreprises, qu'elles soient petites ou grandes d'ailleurs, parce que quand on multiplie le prix de l'électricité par 3, il y avait énormément d'entreprises qui gardaient la tête hors de l'eau, on va dire ça comme ça, mais avec la hausse de l'électricité, du jour au lendemain, elles ont coulé. Et on a calculé qu'il y avait à peu près plus de 1000 boulangeries, plus de 1000 coiffeurs, et ainsi de suite. Et là, je parle que des petits commerçants, qui ont déposé le bilan parce que le prix de l'électricité les a définitivement achevés. Sommes-nous à l'aube, peut-être, je dis avec prudence, d'une crise similaire à celle de 1929? Alors, c'est exactement les propos du gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, de la Bank of England, qui a déclaré il y a une quinzaine de jours de mémoire que effectivement, alors lui il n'a pas parlé de la crise de 1929, mais il a parlé de la crise de 2008. Il a dit nous sommes à l'aube d'une nouvelle crise de 2008 et nous sommes extrêmement prudents. Et vous avez une autre personne qui s'appelle le président de la plus grande banque, on va dire certainement pas du monde, mais au moins dans les 5 premières mondiales, c'est la JP Morgan et c'est Jamie Dimon qui a déclaré que effectivement en ce moment il commençait à avoir des cafards qui sortaient. Lorsqu'il y a un cafard qui sort, il y en a plein d'autres qui sortent derrière, dans le sens où aux États-Unis en ce moment on voit des entreprises qui font des milliards de chiffres d'affaires et qui tombent du jour au lendemain. Donc c'est extrêmement préoccupant, sans parler d'une crise qui est en parallèle, qui est celle des bureaux. C'est-à-dire que aujourd'hui le taux d'occupation des bureaux, grosso modo, aux États-Unis, un peu partout aux États-Unis ou en Angleterre d'ailleurs, c'est entre 48 et on va dire 50%. Ce qui est une catastrophe véritablement. En termes de loyer perçu. Alors 2008, vous racontez bien qu'on était dans une énorme crise bancaire, c'était finalement la crise des banques, et vous expliquez comment les banques ont évité fait une sorte de chemin détourné en poussant les États à piquer dans la poche des épargnants. On a serré la vis sur les retraites, sur plein de choses, tout ça pour sauver les banques. Tout est vraiment bien détaillé dans le livre. Finalement, c'est l'effet qui arrive on le voit avec le débat sur la retraite, tard, finalement. Exactement. Et moi, c'est un chiffre que j'ai quand même vu hier parce qu'il est tombé. Il y a 24 000 lits d'hôpitaux supplémentaires qui ont été supprimés en 2024. Donc, excusez du peu, ça continue. Mais vous parlez, c'est ça qui est intéressant dans votre livre, très peu, vous en parlez quand même, de la crise Covid. Est-ce que ça signifie que nous, on a peut-être tendance à croire que tout ce qu'on vit actuellement, c'est la conséquence du Covid, les conséquences économiques du Covid. Mais si je comprends bien ce que vous écrivez, oui, il y a les conséquences du Covid, mais l'étage supérieur de la fusée, c'est 2008. L'étage de bas, enfin le premier étage, oui. On va dire c'est plutôt voilà. Pour se comprendre, c'est l'étage principal. Voilà, c'est l'étage principal qui nous envoie dans les airs, c'est le cas de le dire. C'est effectivement 2008.
C'est clair, net et précis. N'oubliez pas, les confinements avaient pour but, il y avait 3 buts, parce que maintenant toutes les informations sortent, les politiciens américains commencent à parler. Ça a permis, si vous voulez, le Covid, ça a permis déjà de voler les élections à Donald Trump, en disant aux Américains, surtout n'allez pas voter dans les bureaux, vous risquez d'attraper le virus, etc. Donc ils ont voté par correspondance. Bon, on a vu les scandales, mais n'oubliez pas que la chose la plus importante du Covid, enfin la conséquence, c'est que cela a permis aux banques de se refaire une petite santé. Je dis bien une petite, dans le sens où les gens, que ce soit aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Italie, etc., partout où il y avait le confinement, les gens ne sortaient plus, ne dépensaient plus rien. Donc du coup, les comptes des particuliers ont littéralement augmenté. C'est-à-dire ils sont pas sortis pendant 2 mois, 3 mois, ils ont pas fait de dépenses. L'épargne, le taux d'épargne. L'épargne est remontée. En revanche, bon, pour les entreprises, c'était l'opposé. C'est-à-dire que effectivement, là, il y avait un problème de chiffre d'affaires. Et ce qui les a achevés, ce qui a achevé les entreprises, effectivement, c'est la lame supplémentaire, c'est-à-dire le post-Covid, puisque tous les commerçants. D'ailleurs, il y a une très bonne vidéo d'un journaliste qui s'appelle Mike Borowski. Il a publié il y a 2-3 jours. Il a fait tous les centres commerciaux de Paris et de banlieue. Vous savez, les grands centres commerciaux comme Porte-Maillot, comme Gare Montparnasse. Eh bien, tous ces centres sont vraiment, c'est la déchéance la plus totale. Elles sont vides. Et les rares commerçants qui restent expliquaient qu'en fait, après le Covid, les gens avaient peur de sortir. C'est-à-dire que même aujourd'hui, il y a encore la peur de se rendre dans des lieux publics, ce qui est une aberration parce que les gares et les aéroports sont pleins. Vous me suivez ? Mais les gens ne veulent plus retourner dans les centres commerciaux puisque les médias, rappelez-vous, nous ont littéralement averti qu'en sortant, on risque de tomber malade. Et c'est resté ça. Oui, mais Pierre, est-ce un véritable baromètre économique, puisqu'on a tendance à nous répondre, rassurez-vous, braves gens, c'est pas parce que nous sommes en crise, oui, ça va, c'est pas très bien en ce moment, mais c'est pas parce que c'est une crise profonde. Simplement, les commerces n'ont pas su se renouveler, ils n'ont pas su se mettre à l'ordre du commerce en ligne, et que le panier d'achat qui allait dans ces centres commerciaux, il va maintenant vers Amazon, vers d'autres. Alors, c'est ce qu'on nous répond. Non, mais votre observation est juste. Simplement, je dis, et là, je me base sur nos confrères vous savez, de la presse automobile. Donc, on n'est pas dans la presse économique là pour le coup. Eh bien, les confrères, les journalistes de l'autojournal vous disent qu'il y a 10 ans, 15 ans, le top des voitures. Enfin, les Français achetaient des belles voitures. Hein, c'était les Mégane, les R25 de version cuir, alors que maintenant, la voiture qui se vend le plus en France, c'est Dacia. Certes, vous avez raison encore une fois, mais on peut vous répondre que nos comportements sont moins axés sur la séduction, la frime, comme c'était il y a 20 ans. Oui, non, là je suis la voiture reste et demeure toujours quand même un outil, on va dire statutaire. Représentation sociale. Représentation sociale voilà. Et aujourd'hui, par exemple, on a l'État français, le ministre du Commerce a créé un ennemi qui s'appelle Chine, hein, ou Temu ou les autres. Mais pourquoi les gens vont acheter chez Chine? Pourquoi les gens achètent un maximum de vêtements d'occasion? Parce qu'ils n'ont plus du tout il y a un appauvrissement global de la France. Et je vous le prouve par une autre façon. Le nombre de distributeurs automatiques de billets, donc qui sont servis par les banques, a été divisé par 2 en l'espace de 10 ans. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors que la Turquie, là je donne l'exemple exactement opposé, qui a une inflation de 100%, qui sont Erdogan est un dictateur et tout ce que vous entendez, le grand classique et ainsi de suite. Mais moi ce que j'ai vu sur place, c'est que les banques turques, elles, d'abord il n'y a pas de crise, les centres commerciaux qui sont vides en France, eux, ils sont blindés à Istanbul, et il y a une circulation de la monnaie qui est absolument phénoménale. Et quand nous on a un distributeur pour une ville de 5000 habitants, en Turquie, vous avez 15 distributeurs qui sont posés les uns à côté des autres, parce que la circulation de la monnaie est absolument phénoménale. Parce que là où la France s'appauvrit, la Turquie, la Pologne s'enrichit.
Ouais, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un appauvrissement global. Et ça, on l'observe. Attendez, on l'observe également en Allemagne. Et on l'observe en Angleterre. N'en parlons pas. C'est une catastrophe en Angleterre. Lorsque le gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre vous dit il y a une nouvelle crise 2008 à la façon 2008 qui va arriver, il sait de quoi il parle, a priori. Peut-être le grand facteur photographique de cet appauvrissement, c'est la restauration. On a même vu cet été les carafes d'eau, on prend plus qu'un plat, on évite le dessert, on évite l'entrée, on se fait un dessert pour deux. Tous les restaurateurs disent que ça n'était pas le cas il y a 10 ans. Mais attendez, moi j'ai un chiffre beaucoup plus parlant encore. C'était il y a 4 ans de mémoire. Je dis ça de mémoire, c'est à vérifier, mais il y avait à peu près 200 Burger King. Vous voyez, c'est la chaîne de hamburgers. Maintenant, il y en a 520. Et c'est valable pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, là où tous les restaurants ferment, c'est des kebabs et des petits et des fast-food qui ouvrent. Mais pourquoi il y a une telle augmentation? Parce que les gens n'ont plus d'argent. Attendez, quand un gouvernement, moi je vous rappelle qu'ils ont voulu, ils ont quand même parlé depuis septembre de taxer les tickets restaurants, les chèques voyage, les chèques cadeaux, les chèques vacances et que sais-je encore. Alors il me semble que ça a été retiré récemment. Mais peu importe, on voit bien l'idée. Il y a un appauvrissement global de la population. Et ça se mesure par quelque chose d'extrêmement simple, de concret, les distributeurs automatiques de billets. C'est pas compliqué. Et 2008 sont les comment tout cela est né en 2008, comment les banques ont tenté de faire une OPA ont pas tenté puisqu'elles l'ont réussi cette OPA. Elles l'ont réussi. D'ailleurs, voilà, sur l'épargne planétaire. Mais sur les politiques surtout, sur le gouvernement. Sur les politiques et sur les gouvernements pour que les gouvernements viennent à la rescousse des banques, en piochant maintenant, quelques années plus tard, sur les retraites, on rétrécit sur l'épargne. Mais ce que vous expliquez aussi très bien, c'est qu'il y a eu en même moment un partage mondial de la richesse. On s'appauvrit alors que d'autres, comme vous le dites, s'enrichissent. Alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'en 2008, les banques américaines avaient déjà préparé les stockades contre les Russes, par exemple, puisque elles ont volé une très grande partie de l'épargne des Russes qui étaient planqués à l'étranger, notamment à Chypre. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé à Chypre, hein, pendant à peu près un mois, il y avait plus aucun distributeur qui fonctionnait. Moi, ce que j'observe de mon côté, c'est effectivement il y a la richesse part à l'est, mais à l'est vers le Kazakhstan, vers l'Azerbaïdjan, vers tous les pays d'Asie centrale qui sont en train de se développer d'une façon extraordinaire. Et au même moment, vous avez une autre preuve qui est, c'est là, personne ne peut la contester, hein, c'est le dollar. Le dollar a perdu quasiment, il a déjà perdu plus de 10% de sa valeur depuis que Trump est arrivé. Et le yuan, le renminbi chinois, lui, il a pris de la valeur. Quant au rouble russe, puisqu'on a eu un ministre qui nous a dit qu'il allait mettre l'économie russe à genoux, à un moment donné, je me souviens au début de la guerre, l'Ukraine, le rouble était tombé à 10 centimes. Aujourd'hui, ça a été la plus grande progression, le rouble, avec, excusez du peu, l'or. D'ailleurs, donc on voit bien que toutes les richesses, comme vous l'avez dit, partent vers l'Est. Ce qui est finalement assez terrifiant, presque orwellien, c'est qu'on nous cache cette situation dans les médias officiels, dans les grands médias. Ce qui fait qu'une grande majorité de la population continue de croire que dans tous ces pays de l'Est, les gens vivent presque, je vais pas dire sous des tentes, mais enfin avec peut-être ils sont pas chauffés, les supermarchés sont vides, les gens font la queue et les gens sont encore bercés dans l'illusion. Ils sont un grand pays. On l'entend, donc je veux dire, ce que je vous dis au début, mais je pense que 60% des Français, 70% des Français sont dans cette illusion. Parce qu'on les entretient dans cette illusion, c'est aussi simple que ça. Mais vous savez, c'est très dérangeant. Mais attendez, je vais vous donner un exemple parce que là, je l'ai vu en quasiment 20 ans de revue de presse. Je me souviens très bien d'usines. Alors, je crois que c'était une usine qui fabriquait des lave-linges ou des lave-vaisselle dans la Creuse ou pas loin de la Suisse. Eh bien, figurez-vous que le propriétaire de cette usine avait reçu des millions de la part de Bruxelles pour déménager son usine en Pologne. C'est-à-dire qu'en fait, Bruxelles a payé les grands patrons
enfin ceux qui ont accepté, pas tous, Dieu merci, à déménager leurs usines dans des pays, et à l'époque la Pologne c'était effectivement, c'était, je veux pas, bon c'était pas l'URSS, mais on n'était pas loin. Alors qu'aujourd'hui vous regardez les résultats de la Pologne, ils sont au top, et ils sont en train de dépasser la France d'ailleurs. Alors, vous avez parlé de la Russie, c'est très intéressant, vous avez vu ce qui s'est passé récemment, cette décision de l'Union européenne d'interdire le tourisme organisé en Russie, nous empêcher d'y aller. Je crois que c'est interdire aux agences de voyage, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Mais ce qui les dérange, c'est peut-être pas qu'on y aille, c'est peut-être que les gens reviennent et racontent ce qu'ils ont vu. Exactement. On est dans la situation exactement inverse des années 75-76 quand il y avait Brejnev ou Andropov où c'était vraiment et donc la Russie interdisait à ses ressortissants d'aller à l'étranger, à l'Occident. Il parlait d'Occident. C'était très compliqué. Et maintenant c'est l'inverse. Vous voyez, c'est le mensonge est un... Vous savez, il y avait, je crois que c'est un philosophe russe ou un dissident à l'époque, je me demande si c'est pas Zinoviev, qui avait déclaré à propos de l'Union européenne. J'ai vécu votre futur. J'ai vécu votre futur. Ça va exploser. Oui, c'est Zinoviev, c'est ça. Voilà, mais on y est. On est dans un environnement extraordinairement orwellien. Quand moi j'ai vu hier comme vous d'ailleurs que CNews, la chaîne de Pascal Praud a été condamnée. C'est pas la chaîne de Pascal Praud. C'est la chaîne de Serge Nedjar, pardon, et de Bolloré, voilà. Mais c'est devenu la chaîne de Pascal Praud parce que c'est lui qui lui a permis de faire cette progression fulgurante, évidemment. Qu'ils ont été condamnés pour parce que simplement pour avoir invité des gens qui disaient que le climat n'était peut-être pas d'origine. Ils étaient climato-sceptiques. Voilà. Donc vous avez même pas, voilà. Donc si vous donnez une information qui est contraire à la doxa, ou du moins de ce que Bruxelles vous faire croire, eh bien vous êtes condamné. Voilà. Et c'est exactement ce qui se faisait à l'époque dans les années 70 à l'ère Brejnev. C'est quand même assez extraordinaire. L'histoire se répète, elle sert les mêmes plats, mais de goûts différents, certes. Mais on y est quand même, c'est très orwellien ce qu'on vit là. Alors vous êtes en tête des ventes de livres, et c'est ça qui est intéressant. Alors, c'est à la fois une bonne nouvelle et c'est insuffisant. Parce que être en tête des ventes de livres, c'est pas ça qui bouscule 70% de la population. C'est une secousse. C'est une belle secousse. Mais on sait qu'il y a la baisse de la lecture, il y a peu de gens qui lisent. Quel avenir voyez-vous avant qu'il y ait un réveil général? Parce qu'entre quotidien.com, les ventes de livres, le travail qui est fait sur les réseaux sont de plus en plus censurés. Oui. On fait attention à tout. Nous-mêmes, on est obligés de faire attention. On peut pas dire tout ce que l'on sait. On peut dire tout ce que l'on ne sait pas tant que c'est officiel. Exactement. Mais, vous savez, moi, quel avenir voyez-vous à tout cela? Mais, ce que je ressens, en fait, j'ai deux ressentis totalement contradictoires. D'un côté, si vous voulez, les licenciements et la destruction de la France telle que Macron est en train de l'organiser, notamment avec la hausse des prix de l'électricité, ça ne peut pas continuer éternellement. Donc, je sens bien, et je le vois bien d'ailleurs, qu'il y a une population, si vous voulez, que les populations baissent de niveau chaque année. Voilà, il y a un appauvrissement global de la population. Ça, c'est vraiment incontestable. Et de l'autre, je vois que Bruxelles compte gérer la France exactement comme elle a géré la Grèce, c'est-à-dire la mettre en défaut de paiement. Et le FMI a déjà émis plusieurs avertissements à la France. Je vous rappelle, c'était il y a 3-4 mois. Le président Macron cherche à gagner du temps et cherche à augmenter notre dette, puisqu'il a quand même rajouté quasiment 1 trilliard à notre dette. Donc mon sentiment, si vous voulez, c'est que la France, soit il y a une révolution d'un côté, soit révolution 2.0, donc soit c'est la méthode grecque, c'est-à-dire que les Grecs peuvent se révolter, comme nos gilets jaunes se sont révoltés. Et ça changera rien. Et ça ne changera rien, mais la France sera mise sous le diktat du FMI et de l'Allemagne, comme ça a été le cas pour la Grèce. Je vous rappelle, la situation de la Grèce était extraordinairement, c'était leur laboratoire quasiment à l'époque. Et François Hollande avait pris et avait beaucoup contribué, je vous rappelle.
Alors Pierre, vous racontez tout cela dans votre livre 2008. Pourquoi ne pas l'avoir sorti plus tôt ? C'est une très bonne question. En fait, je l'avais commencé, parce que c'est quand même un travail de bénédictin, rassembler toutes les photos, les captures presse, les captures télé, tous les commentaires, et surtout une des raisons, c'est que en fait, avec le temps, c'est-à-dire grosso modo 13 ans, 10 ans, 13 ans, 14, les grands responsables de cette crise ont commencé à faire leurs confidences. Alors effectivement, ça paraissait dans des interviews aux États-Unis, dans le Washington Post, le New York Times, etc. Et c'était une petite phrase par-ci, une phrase par-là. Et puis finalement, vous avez le gouverneur de la banque centrale de la Fed qui publie ses souvenirs, et puis qui vous explique qu'en fait, il fallait tout casser, il fallait que tout explose pour repartir de zéro. Vous voyez, cela n'avait pas été dit en 2008, je précise, ni en 2007, ni en 2000. Voilà. Mais ils ont très très mal géré la crise. C'est une certitude. C'est prouvé maintenant. Mais ce qui est incroyable, c'est que votre livre 2008, c'est comme si quelqu'un avait fait une grande enquête sur les origines de la crise de 1929 et que le livre sorte après la Deuxième Guerre mondiale, en 1945. Et dit pour la première fois, je vous sors les tricks de 1929. On se dit, mais entre-temps, il y a eu 10 ans, il y a eu une guerre mondiale qui est passée, là c'est maintenant... Alors attendez, j'ai pas fini. Et on se dit, mais c'était l'époque où on pouvait, où le chercheur aurait pris des avions, aller dans les bibliothèques, il découpe, il prend des notes. Mais là on est à l'heure de l'internet et tout. Ça veut dire que les choses ont vraiment été cachées, ont vraiment été... Ah oui, tout à fait. Vous voyez ce que je veux dire, c'est ça. Ce n'est pas du tout un hasard si le Crédit Mutuel a racheté la moitié de la presse régionale française en 2009. C'est pour contrôler l'information, du moins pour la masquer. La BNP, le directeur général de la BNP ne savait pas s'il allait pouvoir ouvrir sa banque le lendemain, au mois d'octobre et novembre 2008. Alors que les journalistes des Échos ou la Tribune ou le Figaro, mais tout va bien, ne vous affolez pas, et ainsi de suite. La vérité, effectivement, tout a été caché. Mais n'oubliez pas, moi j'ai commencé ma revue de presse quand même en février 2008, et j'avais averti les gens que là il y avait des choses totalement anormales et que Wall Street allait voler dans les airs. Et j'avais même dit par la suite. D'ailleurs, je crois que je l'ai même dit ici à votre antenne, il y a quand même quelques années. Je dis, toute utilisation de planches à billets, de fausses monnaies entraîne une guerre. Et qu'est-ce que vous avez eu? Vous avez eu les États-Unis qui ont déclenché, qui ont forcé les Russes à déclencher cette guerre. Ce qui a permis effectivement de masquer l'hyperinflation. Aujourd'hui, l'inflation, elle est de 10 à 12% par an, alors qu'on vous dit qu'elle est à 1,7 ou 2. Est-ce que vous réalisez le mensonge? C'est un vol global de la population, quand même. Ah oui, puisque quand l'argent dort, il y a de l'inflation, forcément, ça baisse de 10%. Oui, mais vous avez un autre vecteur qui, lui, vous montre le mensonge. Alors là, Yannick, je pense que vos auditeurs peuvent vous remercier parce qu'on en a parlé quand même depuis toutes ces années. C'est l'or. 20 ans. Et l'or. Je crois que ça fait 15-20 ans. Ouais, voilà, exactement. 20 ans même. Et l'or a fait 80% en l'espace d'un an. Là, entre aujourd'hui et il y a 350 jours. 70% de progression. Mais à nouveau, je le dis et je le répète, ce n'est pas l'or qui monte, c'est le pouvoir d'achat du billet de banque qui descend, parce que ce qui détruit une société, c'est quand les gouverneurs de banques centrales impriment de l'argent à partir de l'air frais, voilà, à partir de rien. Je crois qu'il y a le festival de magie bientôt à la Baule. Voilà, il faudra inviter le gouverneur de Christine Lagarde, parce qu'elle fabrique avec son chapeau, avec son sac Hermès, et puis elle vous fait sortir des milliards, des trilliards même de son sac Hermès, de son sac Kelly, le fameux sac Kelly de Madame Lagarde. Non, mais je suis très sérieux. Nous, on a fait le travail. Je veux dire, moi, je peux me regarder dans un miroir. En tant que journaliste, j'ai fait le travail, et vous aussi. On a suffisamment prévenu les auditeurs, les Français.
Merci Pierre d'être venu dans le studio, d'avoir passé ce temps avec nous. Merci d'avoir à parlé vous. de 2008, le livre événement de Pierre Jovanovic. Mais attends, juste une chose. Ce qui est intéressant, parce que vous avez dit pourquoi l'avoir publié après. Parce que c'était pas du tout évident, si vous voulez, de rassembler tout quand il y a trop d'infos. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire trop d'infos tue l'info. Donc en fait vous mettez, je vais pas dire vous mettez encore plus de temps à rassembler, à trier dans les millions d'informations pour retrouver effectivement le chrono des événements. Et dans le livre, vous savez, hein, le livre, non, il n'aurait pas ce succès si les Français ne le... Aucun livre ne peut avoir du succès s'il n'a pas le bouche à oreille des lecteurs derrière lui. C'est aussi simple que ça. Pierre Jovanovic, 2008, publié aux éditions Le Jardin des Livres. Plus d'infos sur Le Jardin des Livres. Voilà. .fr. JardindesLivres.fr. Voilà, vous l'avez. Merci Pierre. Merci à vous Yannick.